Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Partout, on entend parler d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de fantasmes, comme une révolution qui va tout résoudre d'un simple clic. Il y en a d'autres qui, évidemment, redoutent comme une menace existentielle. Mais entre ces extrêmes, où se situe vraiment la réalité ? Quels sont les impacts, les mythes, les impacts sociétaux, les impacts géopolitiques ? Aujourd'hui, j'invite Tariq Krim, qui est un ami de longue date, qui est le fondateur d'une boîte que vous connaissez peut-être si vous étiez là à l'époque, qui s'appelait NetVibe, qui est un des experts qui maîtrise aussi bien la technique que les enjeux économiques et politiques de l'IA. Et dans cet épisode, on va démonter donc ensemble les grands mythes qui entourent l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est vraiment intelligente, par exemple ? Est-ce qu'elle peut remplacer des humains ? Est-ce qu'on est condamné à voir disparaître nos emplois ? On discute de son impact sur notre société, comment elle façonne déjà notre façon de penser, de travailler, de nous informer, et même nos relations humaines. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà sur ce podcast. Enfin, on aborde évidemment la géopolitique de l'IA, qui est un sujet qui est souvent oublié, mais qui est essentiel, car derrière ces technologies se cache forcément une compétition qui est mondiale entre les grandes puissances, où la guerre technologique est déjà en marche. Avec une question que je me suis posée personnellement, qui est est-ce que tout cet argent, on devrait effectivement le mettre dans l'IA, ou est-ce qu'on devrait le placer ailleurs, peut-être dans l'écologie, ou dans notre industrie, pourquoi pas ? Est-ce qu'on a encore un rôle à jouer en tant qu'Europe dans cette problématique autour de l'IA ? Tariq, il a une approche qui est hyper lucide, qui est loin des discours évidemment catastrophiques ou trop optimistes dans l'autre sens. Il nous invite à regarder les choses en face, à comprendre comment ces outils fonctionnent réellement, à ne pas se laisser happer par la hype ou la peur. Bref, c'est un échange riche, qui est nuancé, passionnant, avec quelqu'un que je connais extrêmement bien, donc forcément c'est une conversation qui est assez sympa à écouter, je pense. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Tariq. Bonjour. Comment tu vas ? Très très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait d'épisodes ensemble. Je crois bien, ouais. Ouais. Et on se connaît depuis un petit moment et on va parler d'IA, on va parler de trois choses principalement. On va parler des mythes, on va parler de l'impact sociétal et on va parler de géopolitique. Tout ça autour de l'intelligence artificielle. Sans doute que la première question, qui est très basique mais indispensable, pour toi c'est quoi les principaux mythes autour de l'intelligence artificielle ? Il y a les mythes de l'intelligence artificielle et puis il y a le mythe de la technologie en général. Alors pour le politique, c'est l'idée que tous les problèmes du monde vont s'organiser et se résoudre en un clic. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que comme on l'oublie, l'IA, c'est avant tout c'est de l'informatique. On parle de technique, de tech, on utilise plein de mots pour éviter de parler de l'informatique, mais au départ, c'est de l'informatique. Et ça nécessite toutes les choses dont on a besoin en informatique, c'est-à-dire des machines puissantes, des données, beaucoup de données, beaucoup d'intelligence. Et là, je parle d'intelligence humaine, puisqu'il faut des gens pour construire, imaginer, réfléchir. Et on est évidemment dans un modèle qui est fondamentalement différent de ce qu'on a connu dans l'informatique, où auparavant, en gros, grosso modo, quand on faisait un programme, soit il marchait pas. Et il était censé faire ce qu'on lui demande, et s'il faisait pas ce qu'on lui demandait, ça s'appelait un bug. Et donc il fallait réviser le programme. Et puis quand il n'allait pas aussi loin que ce que l'on voulait, c'est simplement parce qu'on n'a pas réfléchi. Alors il y a souvent des cas où on n'a pas réfléchi à des scénarios, et donc le programme ne marche pas tel qu'il doit être. Dans l'intelligence artificielle, en tout cas l'intelligence artificielle dite générative, parce qu'on parle maintenant d'IA, surtout dans ce cadre, en fait, on est dans un système différent, qui est un système qu'on pourrait appeler non déterministe, c'est-à-dire que dans un système déterministe, à chaque fois qu'on donne la même chose en entrée, on a le même résultat. Alors que là, on est dans un système qui fait évoluer la réponse. Alors parfois, elle a l'air cohérente, et parfois, elle a l'air totalement folle. On parle d'hallucination. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement de savoir si ces services qu'on va intégrer dans la vie de tous les jours sont capables de faire exactement ce qu'on leur demande, ou est-ce qu'il faut mettre de côté une partie des réponses, une partie des choses qu'elles nous donnent. Ça pose des questions dans la médecine, dans plein de domaines où on veut utiliser de l'IA. Donc si on revient à l'idée du premier mythe, c'est cette idée qu'on a une forme d'intelligence absolue. Et évidemment, ce n'est pas le cas. On a quelque chose qui n'est pas toujours
parfait et donc il faut ajuster. Et c'est tout le travail d'ailleurs de OpenAI, toutes ces boîtes, c'est essayer de masquer les choses qui marchent pas et de mettre en avant les choses qui fonctionnent. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un sujet autour de ChatGPT, parce que bon, ça reste quand même aujourd'hui, je pense, l'IA la plus utilisée par le grand public. Le fait que quand tu fais une recherche Google, tu as X milliers de résultats, et quand tu fais une recherche sur ChatGPT, tu n'en as qu'une, tu as une réponse, et qui est censée être la bonne. Mais en fait, c'est une réponse qui est générée par une moyenne finalement de résultats par ailleurs, et qui est en plus personnalisée. J'ai l'impression que plus ça va, enfin c'est ce que j'observe dans mon ChatGPT à moi et dans celui de mes amis, c'est-à-dire que les réponses vont dans le sens de ce qu'on pense déjà, d'une certaine manière. Et je pense, entre autres, je pensais à un truc sur le conflit israélo-palestinien où je voyais une personne qui avait une réponse de ChatGPT qui n'était pas du tout, moi, la réponse que ChatGPT me donnait. Et je vois bien que, du coup, elle était d'un côté et de l'autre, d'une certaine manière. En fait, le problème des résultats de ChatGPT, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on devrait souvent demander à GPT de nous donner 10 réponses et choisir la meilleure des 10 réponses. Comme on parle à un chat, et je pense que c'est une des limitations de ce modèle, c'est pour ça que de mon côté, je réfléchis à d'autres approches qui ne sont pas basées sur du chat, d'autres fonctions de produits. Tu es dans une interaction où en fait, dans un chat, quand tu parles, quelqu'un te répond, et donc tu pars du principe que la réponse qui t'est donnée est la bonne et tu continues. Effectivement, on devrait demander régulièrement, et c'est ce que je fais d'ailleurs quand je demande une réponse, donne-moi 10 réponses, et souvent la première est intéressante, mais c'est jamais la meilleure, c'est souvent la 4e, la 5e, la 6e qui sont très bonnes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, il faut apprendre à utiliser ce genre de produit. Ouais, parce qu'en fait, ça on peut vite se tromper. Est-ce que justement, c'est pas un des mythes, c'est-à-dire les promesses un peu exagérées autour de l'IA, ou est-ce que l'un des mythes, c'est pas juste d'appeler ça intelligence artificielle dans l'absolu, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? C'est un vaste débat qui est jamais tranché. Ce que je pense, c'est que c'est une forme d'intelligence à laquelle on a accès, qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a juste 3 ans. Quelqu'un disait, je crois que c'était le patron de Coher à une conférence récemment, et si tous les progrès de l'IA s'arrêtaient aujourd'hui et qu'on restait au niveau dans lequel on a énormément gagné par rapport à ce qu'on avait il y a 3 ans. Aujourd'hui, on peut demander le résumé d'un texte, on peut demander de discuter avec un PDF, on peut extraire des données de plusieurs documents. Quand on prend un produit comme Notebook LM, on peut créer un podcast qu'on peut écouter. Moi, souvent, je lui donne une 50aine de documents sur un sujet. Et tu le fais? Ouais. Et quand je fais du vélo, j'écoute le podcast. Alors, il y a toujours des limites, mais c'est hyper intéressant. Donc, il y a des outils de raisonnement. Moi, j'utilise aussi beaucoup pour traduire de la voix au texte. Donc, moi aussi. Donc désormais, je n'écris plus mes newsletters, je les dicte. Et ça change énormément dans ma façon de faire, parce que je pense qu'on est un peu plus libre dans la façon dont on s'exprime. En tout cas, moi, quand j'écris, j'ai une volonté d'être beaucoup plus terre à terre. Quand je parle, j'ai l'impression d'être un peu plus libre. Et ensuite, ChatGPT qui commence à connaître mon style. J'ai mis en place plein d'outils pour que ça soit formaté. M'amène aussi une petite couche de structuration supplémentaire. Donc, il faut quand même dire qu'on a véritablement accès à une forme d'intelligence. Est-ce que c'est l'intelligence, la super intelligence dont parle Sam Altman? Probablement pas. On est encore loin, mais on sent quand même qu'il y a un vrai progrès par rapport au logiciel qu'on avait il y a juste 3 ans. Ce qui est assez fou avec l'IA, c'est que ça progresse de manière extrêmement rapide. Donc maintenant, il y a le Deep Search. Au moment où on se parle, en tout cas, ça vient d'être lancé, plus ou moins d'ailleurs, parce que ce que tu me disais, c'est que ça existe depuis un petit moment. Il y a celui de Gemini qui fonctionne quand même pas mal. Il y a Elon Musk qui a lancé le sien, c'est Grok, c'est ça? Où il a créé ça en 1 mois et demi, je crois, de mémoire, les serveurs, enfin le centre de serveurs et puis l'IA en tant que tel. Il y a GPT, évidemment, qui a lancé le sien. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi le Deep Search et qu'est-ce que ça ramène
Et aussi, quelles sont les limitations? Parce que là, on est dans la partie mythe, donc je suis curieux d'entendre. Je parle avec tout le monde. Je crois que le plus intéressant, je trouve. Alors, j'en ai développé un en interne parce que c'est pas très dur à faire. Parce qu'à l'époque, c'était uniquement si tu avais l'abonnement à $200. Et moi, je suis resté à l'abonnement pro comme beaucoup de gens. Donc, j'ai installé un logiciel sur mon ordinateur qui émule le Deep Share. C'est plutôt pas mal. Ta Perplexity, effectivement, tout le monde en a un. C'est en fait l'idée de se dire qu'aujourd'hui, quand tu demandes une réponse à une de ces apps, un de ces chats, tu as une réponse qui peut être l'équivalent de deux pages. Alors après, tu as tout un travail d'aller-retour pour essayer de trouver le document qu'il te faut. Là, maintenant, tu as la possibilité, qui existait depuis un moment d'ailleurs, qui a été lancée par Google, parce que je pense que Google a énormément à perdre avec le chat. Moi, depuis que ChatGPT installe les moteurs de recherche, j'utilise plus Google. Bah oui, moi non plus. Et ça, c'est un truc que j'ai vu il y a 2-3 ans, et je me suis dit, enfin peut-être pas 2-3 ans, mais 2 ans quand ça s'est lancé, je me suis dit, mais ça va être quoi le business model de Google si les gens utilisent ChatGPT pour, enfin ChatGPT slash les autres, pour chercher? Parce que 70% des revenus de Google, si je me trompe pas trop, c'est le search. Oui, sachant que la vraie question aussi, c'est quel est le modèle économique des IA. Pour l'instant, elles perdent. Chaque fois qu'on fait une recherche, elles perdent de l'argent. Donc, aucune entreprise n'est rentable. Aucune n'a le moindre début du commencement de savoir comment elles sont rentables. Elles dépensent énormément d'argent. Et c'est vrai que cette idée du search qui est fascinante. Alors moi, je suis assez circonspect sur certains résultats. C'est l'idée de produire un document assez disent-ils, de niveau thèse, un thésard, ou un analyste. Alors, en fonction des sujets et en fonction de la manière dont on les définit, on peut avoir des choses intéressantes. J'ai testé sur certains sujets. C'est vrai que ça demande toujours un travail, je pense, d'analyse, de formatage. Ce que tu disais tout à l'heure est très important, c'est qu'on est dans un monde où, en gros, les IA apprennent à partir de ce qui est public, et donc il y a une espèce de formatage de l'information qui est un peu standardisé. C'est souvent le modèle McKinsey, c'est-à-dire c'est très clair, mais en même temps ça reste assez en surface sur les sujets, et ça a les bons termes, ça a l'air bien, mais quand on lit, en fait, c'est comme quand on a acheté des produits alimentaires qui ont l'air beaux, et en fait quand on les mange, on se dit finalement c'est pas si bon que ça, c'était mieux sur la photo. Et donc ça demande un vrai travail, et je pense que la première des choses que j'ai dû apprendre avec ces outils, c'est de faire attention. Tu parlais de mythe. Le mythe, c'est la paresse, c'est l'idée que en fait tu ne vas pas faire le boulot, alors qu'en fait ça déplace le travail. Avant, tu faisais un travail important en amont de recherche. Bon, j'essaie de continuer de le faire, parce que si tes prompts sont nuls, le résultat est nul. Mais maintenant, tu as aussi un travail d'affinage, d'editing, de te dire, est-ce que les informations supplémentaires dont je dispose amènent le résultat que je veux présenter. Mais d'ailleurs, en ce qui me concerne, je ne sais pas toi, mais tu parlais de newsletter. Moi, j'utilise évidemment une IA pour améliorer, mais j'écris. D'abord parce que c'est important pour moi, parce que c'est la meilleure manière pour moi d'apprendre, c'est d'écrire. Donc je demande pas à une IA d'écrire pour moi et puis après je regarde ce qu'elle écrit. J'écris et ensuite j'améliore. C'est-à-dire que et sans doute que l'un des sujets, et tu le touches d'une certaine manière, et je pense que c'est un sujet important, autour des gains de productivité, parce que tout le monde pense que ça va détruire, enfin pas tout le monde pense, des Laurent Alexandre et autres défendent corps et âme que ça va détruire l'intégralité des métiers. Ça, c'est un mythe aussi, on peut en parler. Mais aussi, même de manière assez basique, il y a une question autour des gains de productivité via l'IA, parce qu'en fait, quand on parle des gains de productivité, il faut considérer le temps que tu passes avant, le temps que tu passes après. Bon, finalement, tu passes du temps. Ça a l'air magique, mais c'est un peu, j'ai l'impression qu'on utilise l'IA un petit peu comme on utilisait les animations PowerPoint quand on a découvert PowerPoint et qu'on mettait des petits bruits, là. Tu te souviens de ça? Parce qu'on trouvait ça génial. Je pense que notre cerveau veut qu'on s'en rappelle plus trop, mais... oui, mais pour revenir à ce que tu disais, alors, pour préciser, moi, j'écris en fait à la main. J'ai toujours écrit au stylo. Waouh, t'écris à la main? Toujours. Et avant, j'écrivais et ensuite je tapais. Maintenant, j'écris et je lis, je dicte à partir de ce que j'ai écrit. Alors avant, j'écrivais vraiment quasiment en verbatim ce que je voulais dire. Maintenant, je le structure avec des idées. Et ensuite, je le lis. Et ensuite, j'utilise un logiciel
que je conseille à tout le monde si vous avez un Mac qui s'appelle Mac Whisper, qui coûte $19, donc c'est pas très cher, qui utilise les différents modèles Whisper, donc c'est le modèle de OpenAI, de conversion, c'est ce qu'on utilise quand on parle à ChatGPT, et ça traduit intégralement la voix dans la langue que l'on veut. Je connaissais pas Whisper. Puis ça marche aussi avec les vidéos YouTube, enfin ça marche avec toutes les audios. Et là ensuite tu peux utiliser l'IA pour extraire. Et donc moi j'utilise très très peu finalement l'IA pour écrire. Par contre ça m'arrive de lui dire comment tu agencerais ces idées c'est ça. pour moi aussi, pareil. que ce soit plus clair. Et moi qui ai l'habitude de faire des digressions dans les digressions, donc des fois ça le réajuste et les gens me disent c'était très très clair, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et en fait je me dis en fait les idées sont là et par contre sur le texte, moi sur le texte je crois que Claude est bien meilleur. Moi j'utilise Claude. Moi j'ai les deux, mais j'utilise très très peu finalement l'IA pour écrire parce que c'est vraiment... mais pas pour écrire, pour ajuster moi. Mais pour ajuster, et puis je crois que Claude a fait ça. Je crois que OpenAI avec la nouvelle version 4.5 essaye de le faire, est aussi un partenaire de brainstorming. Moi j'utilise assez peu, mais j'ai des amis qui font ça, qui discutent avec, parfois pas sur le contenu, mais sur la rhétorique et sur la façon de formaliser leurs idées, de façon ensuite à savoir. Alors, moi je le fais au papier, j'aime bien, je fais des schémas. Moi j'aime bien réfléchir sur le papier aussi. Je déchire, je refais parfois 20 fois le même schéma et à l'œil nu tu as l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, mais en fait tu changes les cases de place et tu dis ça y est, maintenant c'est clair, et ensuite tu peux le faire. Donc il y a une vraie qualité pour faire des choses profondes. Après tout le monde l'utilise maintenant comme correcteur orthographique, etc. C'est fascinant, mais c'est vrai que ça marche très bien. Alors sur la question de la productivité, la question, alors il y a des gens dont le métier est soit d'annoncer les mauvaises nouvelles, soit de dire qu'on est dans une logique de disruption totale, alors quand tu les écoutes, c'est tout le temps. C'était vrai il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est tout le temps la disruption, alors en fait on est dans les utilisations de nouvelles technologies. C'est un peu l'effet Matrix. On a vu le premier Matrix, on était là halluciné. On se dit, j'ai jamais vu un truc pareil. Et puis le deuxième n'a pas pris en compte le fait que les gens étaient déjà habitués visuellement à la stylistique. Et donc, quand tu parles aux gens de qu'est-ce que tu as pensé du deuxième, ils disent les batailles sont trop longues, il y a des longueurs. Alors qu'en fait, si on l'avait fait ça pour le premier, on aurait dit c'est extraordinaire. Et donc on s'habitue instantanément. C'est terrible pour les gens qui font la tech. Moi, quand je faisais des applications, les gens disent c'est génial. Et puis au bout de 2 semaines, ils disent oui, mais alors c'est quoi la suite? Et donc en fait, on intègre immédiatement la nouveauté. Alors sur la question de la productivité elle-même, d'un point de vue de l'emploi, je pense qu'on a déjà eu cette question qui s'est posée à l'époque de Clinton, à savoir que la grande découverte dans les années 90, quand on a commencé à faire venir l'Internet et la productivité numérique, c'est que la productivité augmentait, mais pas les salaires. Et qu'on est entré dans une société extrêmement productive, mais pour lesquelles les gens n'étaient pas mieux payés. Et d'une certaine manière, on l'a vu aussi avec l'automatisation, avec l'intégration de technologies, ça n'a pas eu d'impact direct sur les salaires. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles les périodes de tech démocrates que sont Clinton et Obama ensuite ont été suivies par des revirements républicains qui étaient vraiment à contresens, parce que les gens n'ont pas senti les choses s'améliorer. Et je dirais qu'au niveau de l'entreprise, le principal problème de la productivité, c'est que ça augmente la productivité individuelle. Donc les gens qui sont mentalement capables de s'imprégner de ces outils pour s'améliorer vont le faire partout dans l'organisation. Mais par contre, d'un point de vue global, est-ce qu'on est capable d'augmenter une équipe? Ça, c'est plus compliqué. Tous les outils aujourd'hui de collaboration en IA semble avoir péché avec ce genre d'application. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, un outil de productivité personnelle, voire impersonnelle, puisque maintenant on a des agents qui vont faire de la productivité sans qu'on soit même présent. Mais d'un point de vue des équipes, et moi j'ai toujours pensé que les boîtes ne marchent que parce que les gens travaillent ensemble, et que à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit dans une start-up, une grande boîte, c'est le moment où tu prends conscience en fait que les gens ne savent plus travailler ensemble, ou qu'on a fait les mauvais changements qui font que les gens ne savent plus travailler ensemble. Et donc dans l'IA, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand on l'intègre, c'est dans une logique d'améliorer.
On le voit aujourd'hui avec Microsoft et Copilot. Il y a eu, depuis 2 ans, on a déployé des IA dans toutes les grandes équipes. Et quand tu poses la question aux gens 1 an, 2 ans après, ce qu'on fait aujourd'hui, les gens te disent « Ouais, super, mais en fait, ça ne change pas fondamentalement. » Alors qu'on nous avait promis, comme les gens que tu citais, la révolution totale. Et ça fait des grosses nuances. Est-ce que les médias, ils n'ont pas un rôle à jouer aussi dans les imaginaires liés à l'intelligence artificielle? Parce que eux, ils ont intérêt, alors c'est un autre enjeu, mais ils ont intérêt à faire du sensationnalisme pour vendre, pour cliquer, pour que les gens cliquent. Et par conséquent, parfois, ils peuvent soit créer du débat un peu artificiel, justement, soit faire des gros titres pour faire peur aux gens, pour qu'ils cliquent et que eux-mêmes leur titre soit retweeté ou peu importe ou partagé sur XY plateforme. Mais finalement, ils font du sensationnalisme plus que de l'information. J'ai l'impression, pas tous les médias, évidemment. En fait, on a un problème, ça c'est plus général avec la science, on le voit aussi avec le changement climatique, avec la robotique, avec les vaccins, avec tout ce qui est lié à la science, c'est qu'on est dans une sorte de bataille entre d'un côté les narratifs, les récits, et de l'autre la science. Et donc on est dans une logique où parfois un bon récit, même scientifiquement faux ou incomplet, a plus de valeur que la science elle-même. Et beaucoup de gens l'ont compris, l'utilisent. Je pense que dans le monde de la tech, depuis Steve Jobs, qui était le maître absolu du storytelling, qui a convaincu des millions de gens que leur ordinateur, qui marchait très bien, qui faisait exactement ce dont ils avaient besoin, était devenu du jour au lendemain nul parce que c'était pas un Mac, qui avait des produits similaires à l'iPod, des baladeurs MP3 qui étaient aussi bien, voire parfois en termes de qualité meilleure, de construire tout un narratif aussi d'appartenance à une communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pitch l'IA, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait que, en gros, si on n'en fait pas partie, on est en dehors de la société. Ça reste encore à démontrer. Je pense que le vrai pouvoir que notre génération a eu et que la génération d'après n'a pas eu, c'est le pouvoir de la page blanche. La fameuse dissertation qui nous a tous emmerdés à chaque fois qu'on le veut, mais qui a été la meilleure chose qui nous soit arrivée, c'est-à-dire de prendre une page blanche et de se dire pendant 2 heures, qu'est-ce que je pense tu prends n'importe quel sujet, et qu'est-ce que je pense moi. Je sais ce que je pense sur plein de sujets, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas d'avis, parce que je n'ai pas d'avis meilleur que des gens. Et aujourd'hui, dans le monde des médias, on a beaucoup évolué sur la couverture de l'instant présent. On aime bien aussi des récits. Donc, en fait, ce qui intéresse dans l'IA, c'est la grande bataille. Il n'y a plus un truc d'IA où Elon Musk n'est pas cité, Sam Altman. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'en parlais il y a quelques jours avec des entrepreneurs dans une conférence. À quel point on est passé de gens qui disent « moi et mon équipe » à « moi ». En gros, tu as l'impression que c'est Elon Musk qui fait les fusées, c'est lui qui fait l'IA. Alors ce sont des équipes, c'est un travail d'équipe. On a personnalisé, on a aussi essentialisé les technologies. Et puis tu as, je pense aussi par paresse, puis par manque de compétences scientifiques dans la presse. Et le fait qu'aujourd'hui, il faut être dans un narratif assez standardisé. Ce qui nous a posé problème, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois l'état du monde, et on en parlera, j'imagine, de géopolitique, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de tomber des nues, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas intéressés à l'information et qu'ils ont cru les récits que l'on raconte. C'est quoi si on sort des mythes, justement, c'est quoi les 3-4 trucs, je sais pas s'il y a 3-4 trucs, mais que les gens devraient comprendre sur l'IA / la robotique, parce que je pense que la robotique elle est pas loin derrière dans les imaginaires à cause des films. Les gens imaginent des robots qui vont tout faire, enfin, et même des gens qui sont dans le domaine, ils m'en parlent. Je trouve ça assez sidérant. Alors peut-être que c'est moi qui suis un peu à la ramasse, hein, c'est possible aussi, mais moi j'envisage pas du tout un robot, enfin, pour en avoir vu quelques-uns fonctionner, c'est assez décevant. Alors je comprends que la technologie avance, etc., mais en fait ce qu'on observe dans les IA et dans les robots, c'est qu'ils sont très forts, par exemple, pour faire des tâches répétitives, définies,
optimisé. Mais si par exemple on prend une main humaine, c'est l'objet le plus non optimisé qui soit, parce qu'en fait tu peux faire 1000 choses avec une main. Et donc par définition il est pas optimisé. Enfin, je veux dire, par essence c'est un objet un organe, je sais pas comment on appelle ça, un membre plutôt, qui est pas du tout optimisé. Donc en fait pour une IA c'est extrêmement compliqué finalement de vouloir reproduire une main, parce que la main tu peux attraper quelque chose, tu peux cogner, tu peux j'en sais rien, être extrêmement pointilleux, tu peux faire un massage, tu peux faire plein de trucs avec une main. Donc c'est un élément qui est pas du tout optimisé. Et pour une IA c'est compliqué. Donc c'est quoi les 3-4 trucs, pardon, je reviens à ma question, mais les 3-4 trucs que les gens devraient comprendre sur l'IA / la robotique. Alors, robotique, je suis moins un expert. Bon, c'est quelque chose qui me fascine, mais je suis moins un expert. La première, c'est que je pense que l'IA est une extension de l'informatique. C'est un sous-ensemble. Pour moi, c'est pas une discipline nouvelle. C'est un sous-ensemble qui a pris beaucoup de place aujourd'hui. Parce que le modèle d'avant, qui était le modèle de la programmation classique, du développement, nécessitait un certain nombre de fonctions, une façon je vais donner un exemple. La plupart des outils qu'on utilise, que ce soit le mail, que ce soit les chats, tout ça, ont été réfléchis par les gens. Ce modèle, en fait, tourne en rond. En gros, tu prends ton iPhone, il n'y a rien sur ton iPhone, à part ChatGPT, que tu n'avais pas il y a 10 ans. Donc il faut toujours continuer de vendre des PC, de vendre des téléphones, de vendre du cloud, etc. Et donc, quand on a commencé à voir qu'il y a à peu près 5 ans, que ce genre de modèle pouvait exister, qu'on les a mis sous forme de produits, qu'on les a lancés, c'est créé ce qui se fait régulièrement en informatique, c'est-à-dire une hype incroyable, un FOMO qui fait que tout le monde a commencé à s'y intéresser, avec évidemment des titres dont je parlais, c'est la fin de l'Internet tel qu'on l'a connu, c'est la fin de ci, c'est la fin de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des IA, c'est qu'elles sont performantes dans certains domaines, mais assez peu fiables dans d'autres. Et donc on a une vraie question qui se pose, c'est pour ça qu'on parle d'éthique. Pour moi... une IA éthique, je ne sais pas ce que c'est. L'éthique de l'IA, je comprends mieux, c'est de se dire qu'il y a des domaines pour lesquels on ne peut pas se permettre de prendre ce qu'une IA fait pour argent comptant. L'autre chose qui est importante, c'est que pour moi, l'IA est avant tout un outil militaire, parce que derrière l'IA, il y a la promesse de créer une force synthétique. Avant, en gros, on envoyait les GIs pendant les guerres, maintenant on va envoyer des armées de drones. On le voit déjà un peu en Ukraine. Et donc cette idée de créer en fait un travail synthétique, que ce soit du travail artistique avec Midjourney, que ce soit, je crois que c'est Klarna qui a dit qu'ils ont remplacé leur call center par des GPTs. Alors j'aimerais bien savoir au-delà de l'annonce quelle en est la réalité. Pour moi c'est plutôt de la com, mais bon. Mais donc, tu as des promesses. Donc, tu as beaucoup de promesses qui plaisent au monde politique, parce qu'il y a aussi un double sujet dont on parle assez peu. Le premier, c'est l'effondrement démographique et l'effondrement démographique des compétences. En gros, les gens qui savent faire des choses. Réparer une centrale nucléaire en France, ou un centre de filtre d'eau, ou savoir faire de l'agriculture de qualité. Ces gens sont plutôt en train de partir en retraite qu'entrer sur le marché du travail, donc on a un vrai sujet. Et puis, évidemment, la deuxième chose, c'est que s'il y a un effondrement des compétences, il y a aussi un besoin de scaler, en fait, les gens qui vont entrer sur le marché du travail, et qui, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, parce qu'on a toujours l'habitude de taper sur la génération Z, mais bon, la génération Z, moi je pars du principe que quand tu es un enfant et que tu es formé, c'est les adultes qui construisent le monde, qui doivent t'amener là où tu es. Et je trouve que c'est un peu facile de leur rentrer dans l'art en disant ils sont paresseux, ils sont self-centered, ils sont centrés sur eux-mêmes, et ils sont pas très bons dans les domaines, alors qu'en fait, on les a un peu abandonnés au téléphone et à un monde où en gros on leur explique tous les jours que ce monde va disparaître, ne va plus exister dans la forme dans laquelle elle est. Et donc il y a aussi un travail d'accélération des compétences. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'effectivement, là où tout à l'heure je disais dans l'entreprise, le fait qu'on n'augmente que les individus et pas les équipes, qui est un problème,
parce que ça peut créer des disparités de travail. À l'école, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on n'investit pas assez dans les individus et dans leur permettre d'améliorer. Parfois, l'amélioration vient de la répétition, de la patience. On est aussi dans un monde où il n'y a plus de patience. Or, nous, je pense que, je parle en tout cas pour moi, mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui étaient à la fois exigeants, mais aussi patients. Puis j'ai fait du piano très jeune, et la patience est une discipline obligatoire, parce que tu vois les gens jouer, et tu arrives à peine à jouer la première fois, tu te dis, waouh, il va falloir beaucoup de temps. Et donc il y a cette relation au temps, le temps que la société n'est plus capable d'accorder. Je pense que l'IA il y a un vrai potentiel, à condition évidemment que l'on revienne sur des choses de base qui sont pour moi la chose la plus essentielle. C'est par rapport à l'IA, c'est cette idée que tu peux utiliser tous les outils que tu veux, Google, ton iPhone, ton magnéto qui enregistre et qui te transcrit automatiquement tout ce que tu fais. À la fin, les gens qui auront le plus de pouvoir sont les gens qui sont capables de penser par eux-mêmes. Et donc c'est un vrai travail. Et aujourd'hui, je pense que la question une des questions importantes de l'IA, c'est le rapport au travail. Et de manière, souvent je l'explique de cette façon, c'est dans un monde où ce qui est difficile a de la valeur. Qu'est-ce qui se passe quand tout ce qui est difficile devient facile? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est difficile? Et je pense que ce qui est difficile dans un monde où tout est accessible, c'est justement de prendre le temps pour soi, de se construire, de savoir ce que l'on pense. Parce qu'on est exposé à du savoir et de la connaissance en permanence. Et alors sur la question de la robotique, je pense que la robotique, elle est aussi liée, contrairement à ce que l'on dit, je ne pense pas que l'IA détruit les emplois, mais l'IA est une nécessité pour les pays, en tout cas l'automatisation, parce qu'on a effectivement cet effondrement démographique. Je donne toujours l'exemple du métro. Je me rappelle parfaitement le moment où on a voulu automatiser la ligne 1, et tout le monde disait, non, notamment les syndicats, ça, on va perdre notre boulot. Or, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, il y a plein de lignes qui manquent de chauffeurs, et donc on a moins de métro que nécessaire. Et donc, en fait, on a réfléchi dans une logique d'anticipation. On a en fait réfléchi au futur avec les données du moment. Et ça, c'est une vraie question. Et je pense que tu ne pourras jamais dire pourquoi Poutine décide, quelles sont les raisons qui l'amènent à envahir l'Ukraine. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est quand tu vois la démographie, que dans 10 ans, il ne peut pas le faire. Il a plus assez de 10-15 ans, il n'a plus assez de gens. Et d'une certaine manière, quand tu regardes l'évolution du travail manufacturier, de plein de choses, le coût du travail, parce que la Chine n'est plus le pays où le coût du travail est le moins cher, contrairement à ce qu'on croit. Oui, non. Et donc, l'automatisation, parce que tu as peut-être dû voir, mais ils font maintenant ce qu'on appelle les dark factories, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des robots, donc on éteint la lumière, il n'y a pas besoin d'être là-dessus. Et donc, tu sens qu'il y a quand même aussi une volonté. C'est-à-dire qu'il faut séparer les mythes et la compréhension que notre génération doit réfléchir à la France, au monde tel qu'il sera dans 20 ans, avec moins de compétences, avec moins de gens qui savent faire les choses essentielles. Si les systèmes de filtration d'eau ne marchent plus, s'il n'y a plus de production de nourriture, si nos centrales ne sont plus capables d'être maintenues, enfin, on rentre dans une espèce de... donc c'est un travail, et curieusement, c'est un travail que les politiques, évidemment, évitent soigneusement de parler. On ne parle que des problèmes du moment. Alors qu'en fait, la vraie question, quand on parle des retraites et tout ça, c'est effectivement ça. Et je pense que la question de la robotique, elle est comprise par des pays qui ont analysé leur courbe démographique et qui se disent, dans les 20 ans qui viennent, on ne peut pas se permettre. Nous, je ne sais pas, j'arrive pas à savoir, parce qu'il y a eu pas mal d'études, mais on est censé avoir un commissariat au plan. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop travaillé sur ces questions. On va passer sur la partie société, parce qu'en fait, tu as déjà pas mal avancé dans ce sens-là. Comment on fait évoluer l'éducation dans un monde d'IA? C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sujets, moi, que je trouve intéressants. Le premier, c'est les adolescents qui
considère que, et d'autant plus, je pense a fortiori avec le deep search, pourquoi apprendre quand ChatGPT ou Concert, Grok ou autre, je ne sais plus comment s'appelle celui de Google, mais peuvent faire le travail à ma place. Et je retouche pour personnaliser un petit peu, pour faire genre c'est pas une IA. Bon. Et c'est quoi où est-ce qu'on place l'éducation là-dedans? Et la deuxième, et qui s'oppose, ce que j'observe dans les entreprises, c'est que les middle managers, donc les managers qui ont 2-3 personnes, on va dire, utilisent l'IA pour le job des juniors, qui du coup n'ont plus l'occasion d'apprendre à faire les choses, à se tromper, des choses qui sont effectivement peuvent être faites par une IA, mais qui en fait structurent la manière dont tu vas comprendre ce que tu fais après, plus tard, et ce qui vont te permettre de derrière avoir une vision beaucoup plus pertinente sur ton travail. Et en fait, tu vois, d'un côté, il y a un manque de réflexion, ce que tu disais, on a besoin de réfléchir par nous-mêmes, ça c'est en train de disparaître, j'ai l'impression, à l'école, et en même temps, on va pas aller contre l'évolution du monde, tu vois, c'est l'évolution, on peut pas vraiment aller contre ça. Et de l'autre côté, ils vont avoir du mal à trouver du job, parce qu'en fait, ces jobs-là, ils seront bien sûr pas moins utiles, on va dire. Ouais, c'est marrant parce que j'ai la fille d'une amie qui démarre dans la Silicon Valley, qui est dans une des grandes boîtes que je ne citerai pas ici. Et elle me dit en gros, elle a commencé au moment du Covid, et elle m'a dit depuis, je vois jamais mes managers. Tout le monde code avec Copilot et tous les outils d'IA. Et il n'y a pas de relation véritablement construite. Et d'une certaine manière, quand on a vu les grands licenciements des big tech il y a 2 ans, c'était le Year of Efficiency, disait Mark Zuckerberg, ils ont essayé de réajuster ça. Alors, moi j'ai toujours pensé, mais j'ai pensé ça par rapport à l'expérience que j'avais personnelle, c'est que le premier job, il faut jamais aller là où ce qui est important, c'est pas la boîte où tu vas, c'est le boss que tu vas avoir, qui va t'apprendre la vie en entreprise, qui va t'apprendre à bosser, qui va t'apprendre à comprendre finalement ce qu'on t'apprend jamais à l'université, mais ce qui est d'une certaine manière normal, puisque l'université n'est pas une entreprise. L'université est un rôle qui est d'apprendre. L'entreprise, tu dois produire ou tu dois exister. Et c'est là où, effectivement, tu as des vrais sujets. Et là où il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, la jeune génération a besoin de managers pour les aider à entrer dans le monde du travail. Et les managers, on l'a vu ça aussi au moment de l'Internet, ont besoin des jeunes pour essayer de comprendre à quoi va ressembler l'entreprise dans les 5-10 ans qui viennent, puisqu'on est en période de changement. Donc tu devrais avoir un échange entre les deux. Et ce que tu disais est vrai, c'est que quand les managers en fait n'embauchent plus, moi je parlais à quelqu'un dans un cabinet d'avocats qui me disait, là en ce moment on réfléchit à est-ce qu'on embauche des juniors ou est-ce qu'on travaille avec de l'IA. Et la question que j'ai posée, qui était une question très matérielle, c'est normalement quand tu embauches un junior, ton objectif c'est qu'il devienne associé. Et en gros, toi, tu seras le partenaire et donc il travaille pour toi, en fait. Il t'amène une partie de revenus indirects puisque tu as tout tes... C'est pareil dans le conseil. Si tu n'as plus ça, comment ça marche? Et puis à côté de ça, tu as un discours qui est assez prévalent en ce moment dans la Silicon Valley, qui est le modèle de la... Comment dire, de trillion-dollar entrepreneur, c'est-à-dire la personne qui, toute seule, avec des agents intelligents et une gestion automatisée, fera une boîte. C'est un peu le mythe, mais c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui travaillent dans cette logique. Et souvent, je me pose la question, c'est que ça a l'air bien sur le moment, mais après, souvent, la seule question que je me pose, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt sur le long terme? Et je pense qu'une entreprise a besoin non pas de technologie, mais de personnes plus jeunes pour rajeunir, pour rafraîchir l'identité, la façon de réfléchir. Et la jeune génération a besoin de travailler, en fait, avec des personnes plus âgées pour apprendre. En gros, t'as d'un côté l'expérience et de l'autre côté l'énergie. Et il faut arriver à faire fonctionner les deux. Moi, ce qui m'avait fasciné quand j'étais dans la Silicon Valley, j'avais travaillé pour une société qui s'appelle Sun Microsystems, qui n'existe plus maintenant, mais
qui a donné notamment Java et qui faisait des stations. Mais c'est une pratique courante dans la Silicon Valley, en tout cas des années 90. C'est que tu avais des seniors développeurs qui avaient 60 ans. Tu avais James Gosling, le type qui a inventé Java, qui a fait des bases de données toute sa vie, et qui dit, moi, j'ai pas envie d'être manager, c'est-à-dire que mon cerveau continue à très bien marcher, donc je continue à travailler dans mon domaine. Tu avais des gens qui avaient 35, 40, et puis tu avais des jeunes, dont à l'époque j'étais, qui entraient. Et donc tu avais la combinaison de plusieurs classes d'âge. Et donc tu avais les gens devaient travailler ensemble, et tu savais que tu avais l'énergie, l'envie, toi tu pouvais passer des heures et des heures, des nuits blanches à réfléchir à un problème. Et puis quand tu avais un problème, tu allais voir le sage qui t'expliquait en fait, pas forcément la solution, mais qui t'expliquait comment lui réfléchissait à ça de son expérience, et tu avais un retour. J'ai l'impression qu'une partie de l'IA nous promet de faire ça. Est-ce qu'on aura à terme des entreprises où tu auras des oracles synthétiques qui ont un savoir-faire et des êtres humains, et est-ce que tu arrives à faire fonctionner les choses? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que je reviens à ce que je disais au début. La clé pour le futur, c'est comment les gens travaillent ensemble dans un monde où ils ont accès à des nouvelles technologies et à de l'intelligence supplémentaire. Cette intelligence, elle va exister, elle commence à devenir assez bonne. Le deep search dont tu parlais, c'est quand même... C'est pas encore la panacée, mais ça va s'améliorer. Donc ça veut dire que... Mais moi, je crois que le deep search et aller à la bibliothèque, c'est la killer app. C'est que c'est simplement... tu dois toujours avoir une partie humaine. Je pense que au minimum 50% des deux. Je ne crois pas au 100%. C'est que le 100%, en fait, c'est pour quelques tâches, la traduction, par exemple. Oui, bon. Mais la traduction, encore une fois, c'est intéressant parce que je pense que tous les deux, on parle français et anglais, et on a été dans des environnements où on parle avec beaucoup de gens en anglais. Il y a certaines choses, tu es toujours obligé d'ajuster parce que dans l'absolu, c'est parfaitement correct. Mais par rapport à la personne que tu connais, si tu la connais un peu mieux, oui, bien sûr. Si tu as déjà des choses en commun, si c'est quelque chose qu'elle t'avait déjà dit, tu as toujours des petites phrases à rajouter, tu as toujours du fine-tuning. Donc c'est jamais... Mais fondamentalement, je pense que c'est à la fois... toujours interagir avec les deux. Et je pense que les produits, alors là, je sais pas, on n'est pas sur la question sociétale, mais la question des produits, je pense que le produit définit l'usage, et qu'aujourd'hui, on est dans une relation maître-esclave, où on a un peu l'impression de poser la question à un oracle qui nous répond. Il faut trouver des outils un peu plus neutres. Moi, par exemple, j'utilise un truc génial qui s'appelle EditGPT, qui est un éditeur. Donc, je colle le texte. J'ai mis mes prompts et il me corrige mon texte avec du rouge et du vert, et puis je peux choisir les choses que je veux enlever, comme un éditeur de texte. C'est une IA, c'est du ChatGPT derrière ou du Claude, donc ça change absolument rien. Par contre, la relation que j'ai, c'est une relation d'outil. Alors que quand je suis en mode chat, j'ai l'impression de demander, d'attendre la réponse, de redemander. Donc on est dans une relation un peu de position d'infériorité. Et je pense que les produits vont évoluer, et quand les produits évolueront, à partir de là, on saura identifier là où on a besoin de l'intelligence et là où on a besoin de l'interaction humaine. Et je pense qu'on n'a pas trouvé le bon équilibre encore. Est-ce que cette position d'infériorité, c'est pas je ne suis pas complotiste, donc je précise, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit désir des éditeurs, OpenAI, Google et autres, de te le faire ressentir d'une certaine manière? C'est-à-dire qu'en fait, que tu te sentes un peu inférieur à la machine. C'est le pitch de vente. Aujourd'hui, c'était un peu le problème de Google pendant longtemps. Je trouve que c'est une super boîte, mais ils avaient un marketing et une façon de définir leur projet qui te disait en pleine face, nous sommes plus intelligents que vous. Ou c'est un produit qui a été fait par des gens plus intelligents. Ça ne veut pas dire qu'il a été plus beau, plus créatif, mais c'était le message. Et là, effectivement, tu le vois avec un autre sujet, c'est que les LLM classiques, donc les ChatGPT 4.0, 4.5, etc., donc qui ne sont pas les outils de raisonnement, sont arrivés un peu à un plateau. Et les outils de raisonnement sont des outils qui vont être beaucoup plus utiles à des scientifiques. D'ailleurs, tu le vois quand on te fait la démo du dernier O3, je crois. On te dit, alors, imaginons que je suis un physicien... C'est sur ChatGPT, pour ceux qui... Oui, voilà, c'est ça. ChatGPT O3, absolument. C'est une intelligence de raisonnement.
plus que... De raisonnement. Donc, quand OpenAI fait le pitch, c'est « Je suis un ingénieur en physique des fluides et j'ai un problème. » Donc, évidemment, c'est pas le pitch dont on a besoin. Et on peut se poser la question si, en fait, c'est ce que disait le patron de DeepMind, si ces nouveaux outils vont être beaucoup plus utiles aux scientifiques, aux chercheurs, qu'aux êtres humains normaux dans l'entreprise. Et si, finalement, on n'a pas atteint un peu le maximum, pour moi, ce qu'on a avec Claude aujourd'hui est largement suffisant pour travailler, Claude et OpenAI et Gemini, enfin, de ce niveau-là, largement suffisant aujourd'hui pour aller pour faire des choses en entreprise, travailler sur du texte, à condition évidemment qu'on se donne la bonne discipline pour savoir sur quoi tu bosses et sur quoi l'IA bosse pour que le résultat soit le meilleur des deux et pas un truc qui était mal fait ou qui a des problèmes parce qu'il n'a pas été relu. Donc je pense qu'on est à ce niveau et effectivement, aujourd'hui, quand on te pitch la super intelligence, en gros un prix Nobel as a service, c'est un peu l'idée. Évidemment, on t'explique que on a besoin de choses tellement importantes. Mais il y a toujours eu ça dans la technologie, c'est-à-dire que on oublie que la technologie, c'est aussi plein de compromis, plein de choses qui marchent pas très bien, plein de choses qui coûtent trop cher. Là, le nouveau OpenAI a l'air de coûter bien trop cher par rapport à ce qu'il apporte en termes de qualité. Et ça, évidemment, on le repackage dans un marketing. Et là, on revient à la question de la presse. C'est que le rôle de la presse devrait normalement être de redire aux gens, bah, c'est super ce que vous faites, mais bon, c'est toujours un peu quand même du bricolage, même si c'est bien packagé. Ouais, le problème de la presse, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément le sujet, mais... enfin, pas tous. Un point qui me semble important dans ce que tu dis, dans ce que tu disais tout à l'heure, en particulier sur la collaboration et le fait d'utiliser des IA plutôt que de discuter ensemble. J'ai écrit une newsletter sur la solitude et en fait, sur l'isolement qu'on s'auto-inflige. Et à l'intérieur de cette newsletter, je fais un petit pari. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux vont perdre en vitesse versus des discussions avec des bots, ChatGPT & Co. Parce que, à la différence d'un ami, il est 24 heures sur 24 disponible, il te remet assez peu en question. En général, il va plutôt dans ton sens. Et ça, en fait, dans la newsletter, je dis we need to practice human. On doit pratiquer l'art d'être humain. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, à force de parler avec des outils, à force de s'isoler comme ça, c'est-à-dire de ne parler qu'avec des gens avec lesquels, donc un cercle proche qui est d'accord avec nous, avec de lire des documents qui vont dans le sens de ce que l'on pense, de pas se confronter finalement avec des gens qui pensent un peu différemment. Je te parle pas des gens qui sont dans un avis complètement opposé au tien, mais du coup on perd cette petite capacité à être humain. Et en fait, en discutant avec des IA, on perd aussi. On a l'impression qu'on discute avec quelqu'un. Enfin, on sait bien que c'est pas un être humain, bien sûr. Je pense qu'on a tous conscience que c'est une machine, plus ou moins, mais enfin quand même plutôt plus que moi. Mais on perd notre capacité d'être humain. Donc il y a deux choses dans ce que je dis. La première, c'est est-ce que tu penses, comme moi, que les réseaux sociaux peuvent perdre en vitesse versus en termes de temps passé, tout simplement, versus les discussions avec des IA. Et la deuxième, c'est quel est l'impact sur notre humanité en tant que personne, pas l'humanité. C'est intéressant, j'avais réfléchi à cette idée, j'en avais parlé dans un podcast de Personal Solitude Manager, c'est-à-dire que l'IA devient un outil au service de la solitude, c'est-à-dire qu'un outil où tu es en boucle un peu avec toi-même. Alors ça confère énormément de pouvoir aux applications. Mais déjà, si je comprends bien, il y a Snapchat a une application et en fait, son principal killer app, c'est d'écrire les textes pour rompre avec son petit ou sa petite amie. Parce qu'on n'ose pas, il y a des anxiétés qui se créent évidemment à ce moment-là. Idéalement, voyez-vous. Hein. Voilà. Et tu as... alors moi, je sais pas, je comprends le risque. Je vois que le téléphone mobile a déjà fait plus de dommages, ce qu'explique Jonathan Haidt, mais ce qu'explique pas mal de gens, parce que quand j'avais écrit le manifeste Slow Web en 2016, c'était aussi par rapport à ça, c'est que la technologie est toxique le rapport à la technologie que l'on ingurgite tous les jours est devenu de plus en plus toxique.
Et donc construit une vision du monde qui est compliquée. Alors aux États-Unis, c'est encore pire parce que tu cumules les deux, c'est-à-dire que le type qui commente sur 4chan ou 8chan dans son basement chez sa mère, j'exagère à peine, il mange des chips et des produits donc qui font qu'il est obèse, parce que si tu ne manges pas aux États-Unis, j'ai l'impression que tu grossis même quand tu bois que de l'eau, parce que voilà, c'est terrifiant. Il faut vraiment apprendre à manger, c'est-à-dire que ça devient d'ailleurs j'ai appris le bio là-bas, c'est une skill, même le bio, c'est exactement. Mais je veux dire par là que quand je voyais les steaks qui coûtaient 1 euro, je me disais, oula, c'est peut-être pas la meilleure des choses. J'appelais ma mère à l'époque, me disais, est-ce que tu crois? Elle me dit, non, surtout pas. La viande, ça coûte toujours cher. Et donc, tu as cette... je dis ça parce qu'en fait, c'est exactement avec ça qu'on a nourri les gens, et on est en train de les nourrir avec des outils synthétiques, du contenu synthétique. Et ce dont tu parles, c'est aussi le business model dont parle Zuck, donc Mark Zuckerberg, avec le nouveau Meta AI, où tu pourrais suivre des influenceurs IA. Alors, j'ai une énorme question par rapport à ça. Enfin bon, évidemment, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, le monde synthétique, le monde avec Jeju Stream, je sais pas ce que c'est. On appelle ça du slop, Internet slop, c'est-à-dire des trucs dégueux, c'est des choses sans saveur dont on injecte les réseaux sociaux. Tu regarderas, il faut que tout le monde regarde ça, c'est le slop. Comment? SLOP, ouais. Okay. C'est toute l'internet synthétique qui est en train d'être déversé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça pose une question, moi, souvent, quand je suis sur LinkedIn et que je vois quelqu'un qui a fait un article avec une espèce d'image IA assez naze, parce que c'est toujours difficile de faire quelque chose d'un peu le goût. L'IA ne vient pas avec le goût. Ça a l'air d'être cool, parce qu'on se dit, tiens, j'ai pas besoin d'illustrer. Et en fait, pour moi, ça donne je me dis, si l'image de l'article est fake, l'article lui-même est fake. Donc ça me donne un a priori sur le contenu de l'article. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à l'inverse des tendances et plutôt... réinvestir l'humain. Réinvestir, voilà. Et donc, dans les relations humaines et avec l'IA, ça pose une question, évidemment, qui est que on part aussi du principe que ces outils sont bienveillants. Or, ils ont des incentives autour de la monétisation, de la capture de l'attention. Que si demain, on l'avait avec certains outils qui ont été utilisés, tu crées des relations fortes avec des IA, ça pose des questions. Je me pose la question, je ne suis pas juriste, mais il me semble que l'IA Act, qui est entré en vigueur en Europe, interdit ce type de comportement. Et puis fondamentalement, je pense qu'on a un problème plus grave, et l'IA n'en est que le révélateur, c'est qu'on a construit des outils de communication basés sur des règles qui ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que, toi, par exemple, quelqu'un t'envoie un emoji, tu es là à te dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Les différentes couleurs de cœur, par exemple. Exactement. Et donc, tu as toute une nouvelle, tu as les mèmes, tu as plein de choses qui font qu'en fait, la communication, dans sa qualité, fait que c'est l'évitement de la communication, plutôt que la communication devient la règle. Et on est dans un monde où les gens, non seulement ne regardent plus, ne parlent plus aux gens avec qui ils ne sont pas d'accord, ne veulent plus évoquer les choses qui socialement les mettent dans des positions difficiles. Alors moi, je pense qu'il faut le faire, c'est qu'en fait, évidemment, argumenter, moi j'adore parler avec des gens avec qui je suis pas d'accord, parce que des fois, tu apprends des choses. Oui. C'est comme ça qu'on a... En fait, ça te modère politiquement, naturellement. Oui, et puis c'est intéressant Alors après, je rephrase ça, j'aime parler avec des gens avec qui je suis pas d'accord, à condition qu'ils soient capables de m'expliquer les choses de manière structurée, et pas juste j'ai entendu dire que... voilà. J'ai lu sur ChatGPT. C'est ça. Et donc t'as ça. Mais donc je disais qu'on arrive dans un monde où en fait, non seulement tu ne parles pas aux gens avec qui tu n'es pas d'accord, mais tu ne t'exprimes plus. C'est-à-dire que prendre le temps, c'est pour ça que j'imagine aussi que le succès des podcasts est lié à ça, c'est que tu réfléchis, pendant que tu parles les premières phrases, tu développes, tu sais pas encore exactement ce que tu vas dire, mais tu commences à réfléchir.
En général, c'est à ce moment-là à la télé qu'on te coupe. C'est-à-dire que tu n'as même pas commencé à te mettre en forme. Moi, je me force dans les débats où je vais. Maintenant, je laisse les gens parler, au moins 2-3 minutes, parce que c'est important que la personne puisse exprimer ce qu'elle voulait dire. Parce que au début, tu réfléchis, tes premiers arguments arrivent, et puis ensuite, tu arrives au moment où, en fait, ça y est, tu es à l'aise et tu vas dire ce que tu vas dire. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où cette partie-là n'existe plus, et parfois, tu as des techniques en plus maintenant pour couper la parole, on le voit aussi sur Twitter, c'est-à-dire que les mèmes, c'est quelque chose d'extrêmement toxique, c'est-à-dire que tu n'as plus de conversation. Bon, si tu pourrais en avoir à une époque sur Twitter, on a connu le Twitter des tout débuts, je pense qu'on n'est plus du tout dans la même configuration, où en fait, les gens sont volontairement, après il y a plein de raisons politiques, géopolitiques et autres, mais tu n'arrives pas à avoir une conversation commune jusqu'au bout, et je pense qu'une partie des raisons pour lesquelles les gens sont souvent en colère, c'est que quand ils te disent qu'ils n'ont pas l'impression d'être entendus, j'ai envie de dire, en fait, ils n'ont pas l'impression de pouvoir s'exprimer jusqu'au bout de la logique, d'être écoutés, puis ensuite d'être critiqués. Et on n'en arrive même plus là, en fait. Or, la politique, c'est censé être ça. C'est censé être, je ne suis pas d'accord, tu vois les vieux débats entre Seguin et Mitterrand, qui étaient l'un était pour, l'autre contre l'Europe. Et en fait, ils ne se coupent pas la parole, ils s'écoutent, ils se respectent. Et les gens qui écoutent, qui ont chacun leur opinion, sont là à regarder, se disent effectivement, j'ai besoin de ça. Le rôle d'un éditorialiste, avec lequel tu n'es pas forcément d'accord, n'est pas de te dire j'ai raison, c'est d'ouvrir le débat sur lequel tu vas réfléchir et te dire tiens, ce sujet, je n'ai pas de position particulière, mais maintenant que je l'ai écouté, je vais pouvoir y réfléchir d'une certaine manière et me former mon opinion. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.